Moi, j'ai travaillé sur le Mali et du coup, je suis très frappée à la fois des aires de famille et à l'inverse de ce qui est très différent. De ce qui est très différent et qui renvoie, à mon avis, aussi à la question des désillusions de la démocratie, pour le dire vite. C'est-à-dire que c'est peut-être parce que le Mali avait été aussi considéré comme le bon élève de la transition de 91, mais que du coup, le pays expérimentait depuis un quart de siècle ce qu'étaient les désillusions d'une démocratie sur le papier qui changeait pas grand-chose à la vie d'une bonne part des populations, qu'une partie finalement de ces gens qui auraient eu un air de famille, les gens du Mourasma, le mouvement des Rastas du Mali, qui étaient très porteurs d'un certain nombre de thématiques panafricanistes, sankaristes, etc. Des jeunes urbains en colère, que ce soit ceux qui fréquentent une université en crise ou les petits vendeurs déguerpis, etc. Qu'une partie de ces gens, on va les retrouver dans le cas malien, et c'est très très frappant en contraste, en 2012-2013, plutôt à soutenir le putsch, mais avec des aspirations qui sont celles du jeune capitaine, enfin, qui sont celles de rêver d'un jeune capitaine intègre qui changerait des choses. Et donc c'est très frappant parce que c'est vraiment le même air de famille d'un côté, mais dans une configuration très différente, et où là, on va pas trouver des gens du tout légalistes, on va trouver des gens qui, pour certains, laisseront à minima faire le lynchage d'un président par intérim en hurlant à l'ingérence de la CEDEAO. Et donc on voit bien les nuances. Et en même temps, on retrouve, voilà, où est-ce qu'on trouvait de la critique, par exemple, dans les années 2000 au Mali? On l'a trouvé effectivement du côté des Rastas, on l'a trouvé du côté du mouvement rap. Hein. Je pense au groupe Tata Pound, qui, voilà, dans des chansons comme Monsieur le maire, comme Président Sican, Message au président, qui ironise sur le fait qu'on construit le pays que quand il y a des présidents étrangers qui arrivent, ou qui dénonce la corruption des maires, et qui était censuré beaucoup sur les médias d'État. Et donc on retrouve vraiment ces proximités aussi dans le discours de l'intégrité. Et dans le discours de l'intégrité, il y a deux choses. Il y a l'aspiration à l'honnêteté, à la propreté, au nettoyage. La vieille idée du coca-jet dans le laver pour rendre plus blanc, voilà, dans le plus propre, dans la transition de 91. Mais derrière l'idée d'intégrité, c'est autant l'intégrité du pays, et donc ça renvoie à une mémoire de l'humiliation coloniale, que l'intégrité en termes d'intégrité des autorités publiques. L'aspiration au nouveau. Le vieux slogan de 91, Ante Corolen Fe Fukura, on veut plus du vieux mais du jeune. Et que disent les jeunes en 2012-2013 après le putsch du capitaine Sanogo? Ils disent le nouveau patron est venu, patron Koranana. Et cette thématique-là de la nouveauté portée par la jeunesse urbaine, on la retrouve aussi. Mais là encore, de façon dans un contexte hyper différent. Et de la même façon, on retrouverait dans le cas malien la référence permanente à la figure de Sankara, à la figure de Cabral, également, et cette façon de s'observer de façon sous-régionale en voyant ce que font les pays voisins. Ce qui me frappe aussi, c'est à quel point... quelqu'un parlait de la chance de naître dans la basse société. Je trouve que ce qui est intéressant quand même dans vos positions, tu disais qu'il y avait aussi la question d'être jeune professeur, c'est que vous êtes des espèces d'intellectuels publics et d'intermédiaires. C'est-à-dire que comme les gens de Tata Pound qui viennent pas d'un milieu super modeste non plus à Bamako, c'est malgré tout des familles relativement aisées de Bamako, mais qui vont s'exprimer d'une façon qui va toucher aussi les jeunesses urbaines, et donc qui vont être dans des positions d'interface, parce qu'ils ont fréquenté des universités, mais des universités en crise, et qui vont pouvoir mettre en parole, et aussi en parole dans des langues nationales, ce qui se passe, et donc toucher des jeunesses urbaines moins diplômées aussi. Mais voilà, ce que je trouve très frappant dans le cas du Mali, c'est que ça nous rappelle à quel point ça renvoie à la question de la déception démocratique. Que la démocratie, pour beaucoup de Maliens, ça a été finalement la découverte que c'était le droit un peu de faire n'importe quoi, que c'était peut-être l'aspiration à un partage plus élargi du gâteau clientélaire, avec cette boutade qu'on disait beaucoup au Mali, pour parler des deux régimes précédents. Sous Modibo Keïta, régime socialiste, un fonctionnaire n'aurait jamais osé voler parce qu'il aurait eu honte. Sous Moussa Traoré, il aurait eu peur, et maintenant on n'a plus honte ni peur. Et ce registre-là, qui est le registre est-ce que la démocratie, ça doit vraiment être qu'on n'a plus peur ni honte, et est-ce que ça ne renvoie pas à des problèmes de morale publique et à comment inventer des morales publiques ici. Donc voilà, moi, c'est ça qui me frappait à vous écouter, c'est que le rêve du jeune capitaine intègre, selon les configurations, il peut aboutir à soutenir des putschistes pas forcément très enthousiasmants, ou à l'inverse, à défendre de façon très
très ferme, au contraire, la légalité démocratique. Et puis, j'ai l'impression que peut-être parmi les questions qui seraient intéressantes à étudier, il y aurait toute la question du rapport avec les petits vendeurs de rue, avec les gens qui se font déguerpir. C'est des choses en fait très importantes dans beaucoup de ces mouvements de protestation. Comment il y a la conjonction entre, on l'a vu en Tunisie, on le voit tout récemment au Maroc, on l'avait vu dans la transition malienne de 91, on l'a vu au moment du mouvement du Yéré Woloton à Bamako, cette connexion entre des jeunes urbains plus diplômés d'un côté, moins diplômés de l'autre, et des vendeurs et des gens du monde, disons, pour aller très vite, de l'informalité urbaine, même si le terme n'est pas bien satisfaisant. Je me posais aussi la question du rôle dont on n'a pas tellement parlé des diasporas, tout simplement. C'est-à-dire que beaucoup des gens qui ont été dans ces moments de protestation, c'est des gens, on le voit encore un peu actuellement au Mali, qui sont parfois liés aussi à la diaspora du pays, aux ressources que ça peut apporter, enfin aux ressources morales, intellectuelles, pas forcément. Et donc voilà, je voulais juste finir sur malgré tout ce que les configurations nationales, historiques, les profondeurs historiques vont apporter à des mouvements qui ont en même temps des très grands airs de famille.